présence, de vérifier comme nous que les portables sont au moins mis en vibreur. Remercier l'Université de Picardie Jules Verne, la doyenne Madame Chéniaud, Monsieur Vignon, pour l'organisation de ces conférences communes, entre le lycée Madeleine Chis et puis l'UPJD dans le cadre de ce parcours droit et sciences politiques. Donc nous en sommes à la deuxième conférence. Donc on accueille aujourd'hui Raphaël Guzman, Madame Limoya, qui organise ces conférences et que je tiens à remercier des contacts et aussi de nous permettre d'assister à cette conférence de très grande qualité, va nous présenter notre conférencier et ensuite nous laisserons la parole. Donc on a prévu jusqu'à midi avec un temps bien sûr d'échange avec vous. Madame Limoya. Oui, bonjour à tous et merci d'être venus. Donc, la dernière fois, nous avions eu une conférence d'un historien, Bernard Font, sur le français et l'héritage colonial. M. Font n'a pas pu être là aujourd'hui, ce qui est retraite, puisque je suis le professeur Raphaël Guzman en Italie, je crois. Donc, aujourd'hui, nous changeons d'abord d'angle, puisqu'on va faire un historien et un journaliste. Et nous changeons également de sujet puisque nous allons nous intéresser aux nouveaux enjeux géopolitiques auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui à travers plusieurs exemples, mais M. Guzman va évoquer plus particulièrement l'exemple du conflit qui oppose la Russie avec l'Ukraine, donc il est spécialiste. Alors, comme vous l'a dit, Monsieur le Proviseur, le format sera identique à la première, environ 3 quarts d'heure d'exposé, de manière à vous laisser le temps de poser toutes les questions que vous avez posées à Monsieur Guzman. Merci. Bonjour. Dites-moi si je ne parle pas assez fort et si vous n'entendez pas. Je suis très heureux d'être là et vous parler de révolution en particulier. Juste pour préciser, mon point de vue n'est pas un point de vue purement journalistique parce que je ne prétends pas être réellement neutre, objectif dans la manière dont j'aborde le sujet dont je vais vous parler, puisque j'ai, en sortant de Sciences Po, réalisé des documentaires et travaillé pour des journaux, effectivement, mais depuis la nuit du 13 août 2008, alors que j'étais en train de filmer en Géorgie pendant la guerre qui a opposé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Géorgie à la Russie, j'ai décidé de poser ma caméra pour quelques temps et de m'engager auprès des pays qui voisinent la Russie pour favoriser leur intégration européenne. Donc je suis un peu le parti pris et engagé dans l'histoire dont je vais vous parler. Cette nuit du 13 août 2008, je vais juste vous raconter ce qui s'est passé et pourquoi j'ai décidé de ne plus être simplement journaliste. C'est que je connaissais très bien la région parce que j'avais réalisé des documentaires pour France Télévisions sur les révolutions de couleur, les révolutions démocratiques qui ont balayé l'ancienne URSS dans les années 2000, au début des années 2000. Et quand la Russie a commencé à envoyer ses tanks en Géorgie, j'ai bien sûr été sur place avec ma caméra. Et un soir, au sud de la ville de Gori, qui ne vous dit rien, qui ne me disait rien en direct, qui est au centre de la Géorgie, j'étais coincé à un barrage de l'armée russe. Et c'était une atmosphère assez spécifique, c'était la nuit. Et il y avait des paramilitaires, parce que dans la plupart des guerres contemporaines, c'est pas vraiment l'armée qui pose le principal problème, c'est tous les groupes qui entourent les armées, et en particulier donc les mercenaires ou les gens qui font la guerre pour de l'argent, et l'armée russe, comme d'ailleurs les armées occidentales en Afghanistan ou dans d'autres endroits, utilisaient ces mercenaires-là, et ils pillaient la ville, et nous on était coincés avec 2 autres journalistes français à un barrage, et on a eu la chance, entre guillemets, de voir le chef de l'armée russe qui envahissait le pays, qui s'appelle le général Borisov, chef de la 58e armée, l'armée du Caucase, qui est arrivé vers nous et qui nous a dit, et là c'est la seule fois de la conférence où je vais être vulgaire parce que je cite ce
puisqu'on m'a dit rentrez chez vous, tas de PD, baisez vos nègres, parce que ici c'est pas l'Europe, c'est la Russie. Et donc à ce moment-là, alors que je filmais ce poète absolu du général Borisov, j'ai eu besoin de pas seulement filmer, mais de m'engager plus. Et donc je suis rentré dans la capitale géorgienne et j'ai été voir le président en disant que je pouvais contribuer à l'intégration européenne de la Géorgie. Et depuis, j'ai travaillé en lien avec les institutions européennes et les gouvernements de la région sur l'intégration européenne des voisins de la Russie. C'est ce qui nous amène à l'Ukraine. Je ne sais pas si vous savez, mais tout commence avec la révolution de Maïdan. La guerre qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine commence avec la révolution démocratique de Maïdan. Et cette révolution a comme point de départ ce qu'on appelle des accords d'association que l'Union européenne propose aux pays voisins, enfin est-européens, et qui sont censés permettre des réformes dans ces pays pour associer ces pays à l'Union européenne et adapter leur législation, leur économie, leur rapport aux droits humains et à l'égalité aux sociétés européennes. Et donc c'est l'accord d'association que moi-même j'ai négocié, devait être signé au sommet de Vilnius le 27 novembre 2013. Et une semaine avant le sommet, le président autocratique et légèrement dictatorial de l'Ukraine a surpris tout le monde en faisant une volte-face et en décidant de ne pas signer ces accords d'association avec l'Union européenne et au lieu de cela, de signer des accords avec la Russie pour intégrer le bloc rival qui est l'Union eurasienne, qui s'oppose à l'Union européenne. Et c'est ce qui a poussé les étudiants de Kiev à descendre dans la rue pour l'Europe et pour refuser cette volte-face. Et la répression de la police a transformé cette contestation étudiante en révolution. Et donc, c'est ces révolutions-là que je veux vous parler, des révolutions à l'est de l'Europe, avant de parler de géopolitique pure et de la confrontation qui se dessine entre l'Union européenne et la Russie en Ukraine. Je voudrais juste, pour être assez concret, parce que moi j'ai passé depuis le 27 novembre jusqu'à la chute de Yanukovych, le président ukrainien, tout mon temps sur la place de Maïdan. Je voudrais juste, pour commencer, pour que vous ayez un peu un sentiment ou une approche concrète de ce qu'est une révolution, parce qu'en France, Dieu merci, on n'a pas besoin d'en faire encore. Je voudrais juste vous raconter une nuit, comment s'organise une ville en révolution. Et je vais prendre, par exemple, la nuit du 8 décembre, parce que je trouve qu'elle était assez emblématique pour ce que je vais vous raconter, mais je vais vous raconter des choses un peu apparemment sans intérêt, mais ce qui fait la vie pendant un mouvement comme celui-là. Donc le 8 décembre, moi j'étais basé dans ce qu'on appelait la maison des syndicats, c'est-à-dire l'endroit où tous les syndicats étudiants, les syndicats ouvriers, les ONG, les associations de défense des droits de l'homme se réunissaient et chaque jour déterminaient une stratégie pour le lendemain ou pour les jours qui suivaient et coordonnaient les groupes qui contrôlaient la ville, puisque la ville était complètement contrôlée, enfin, le centre-ville était contrôlé par des milices étudiantes et la police était autour mais ne rentrait plus dans le centre-ville. Et donc j'étais avec un des leaders de la révolution qui s'appelle Vitaly Klitschko, que certains connaissent parce qu'il était champion du monde de boxe avant d'entrer en politique. Et donc Vitaly Klitschko a fait un interview avec deux journalistes américains. Et les deux journalistes américains lui ont demandé « Mais quelle est votre stratégie? Est-ce que vous voulez prendre le pouvoir par la force? Qui dirige Maïdan ?» Maïdan, c'est le nom de la place où avait lieu la révolution, c'est devenu le nom de la révolution. Et il a eu cette réponse et il a dit « Mais personne ne dirige. Personne ne dirige, personne ne finance, tout le monde dirige, tout le monde finance, tout le monde organise. » Et donc les journalistes américains sont sortis et m'ont dit « Mais ton copain, il a vraiment aucune qualité de leader, quoi. Il n'a rien compris à ce qu'il fait, il a aucun point de vue sur rien. » Et en réalité, pour moi, il avait dit la vérité de toutes ces révolutions, et on y reviendra, c'est pas seulement les révolutions à l'est de l'Europe, mais aussi les révolutions arabes, ou le soulèvement à Hong Kong, ou même les protestations en Occident, type Occupy Wall Street, ou tous les mouvements qu'on peut connaître en France. Le propre de ces mouvements, c'est qu'ils n'ont pas de leader,
qu'ils n'ont pas de parti politique qui les représente et qu'ils n'ont pas de structure préétablie. Et donc, il leur raconte ça, et ensuite moi je pars me balader, et je tombe sur, je fais le tour des barricades, parce que le centre-ville était entouré de barricades, et c'était que des étudiants, mais vraiment certaines fois des lycéens, qui ramenaient des poubelles, des sacs de neige, des meubles, des voitures, pour créer des sortes de murs qui empêcheraient la police de rentrer dans le centre-ville. Et à une barricade, je tombe sur un prêtre, un jeune prêtre qui jouait de la guitare ukrainienne et qui, apprenant que j'étais français et que je travaillais avec les révolutionnaires, me dit mais Dieu bénisse la République française qui a brûlé la Bastille et qui vient nous rejoindre pour brûler le Kremlin, qui est le lieu du pouvoir en Russie. Et je lui ai expliqué que je ne représentais absolument pas la République française et que franchement la position officielle de la France c'était pas de brûler le Kremlin et que je représentais personne ici. Et il m'a dit un truc qui m'a marqué, il m'a dit mais alors ça veut dire que tu es vraiment l'un des nôtres, parce que ici personne ne représente personne, seul compte la présence. Et le propre de tous ces mouvements, c'est que la démocratie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative, dans un mouvement révolutionnaire s'abolit. Ça devient un moment de démocratie directe. Il n'y a plus de représentation. Ce qui compte, c'est la présence. Et la présence de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y avait des gens religieux, d'autres qui étaient complètement athées, il y avait des jeunes bourgeois étudiants en sociologie, d'autres cuisiniers, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et qui se sont réunis pour en gros, renverser le régime et surtout pour exprimer le fait qu'ils étaient là et qu'ils avaient quelque chose à dire et qu'ils allaient les prendre en compte. Et en continuant mon chemin, je suis arrivé plus bas dans la ville à un grand croisement où il y avait une énorme statue de Lénine, donc le premier chef de la révolution russe, dont les statues ornent l'ensemble de l'espace soviétique et de l'Europe de l'Est. Et des étudiants en philosophie de l'université Moïla de Kiev ont décidé de renverser la statue de Lénine. Et donc c'était la fête, ils ont renversé la statue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas remplacé la statue de Lénine par la statue d'un autre chef révolutionnaire ou un poster d'une idole ou je ne sais pas quoi, ils l'ont remplacé par des toilettes. C'est-à-dire que sur notre place centrale, il y avait, au lieu de la statue immense de Lénine, des chiottes en or, et c'était un écho à la rumeur qui prêtait au président d'alors des toilettes en or. C'était ce que tout le monde racontait, qu'il avait des toilettes en or. Après j'ai visité sa maison, il se trouve qu'il n'y avait pas de toilettes en or, mais bon, c'était ce que tout le monde croyait. Et donc, c'était symboliquement pour moi très important, c'est qu'en réalité, on a dépassé le schéma révolutionnaire classique, qui est le schéma d'un leader qui guide le peuple, d'un prophète qui arrive et qui explique la vie, par une forme de dérision vis-à-vis de l'idée même de leadership révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les révolutions contemporaines faites par la jeunesse aujourd'hui dans le monde. Et ce que je veux essayer de vous expliquer en parlant de ces exemples et de la statue de Lénine, c'est que en réalité, pour comprendre les relations internationales aujourd'hui, pour moi, il y a une date qui est encore plus importante que le 11 septembre 2001. C'est la date, enfin le jour où un jeune Tunisien que personne ne connaissait, qui était vendeur ambulant dans la ville de Sidi Bouzid, au sud de la Tunisie, s'est immolé devant un commissariat, c'était le 17 décembre 2010, et a commencé la révolution tunisienne. Mais a commencé une révolution que personne n'avait prévue, que personne n'avait organisée, juste par un acte de révolte individuelle. Et en réalité, pourquoi c'est aussi important, ou voire plus important que le 11 septembre 2001, c'est que non seulement ça a complètement changé la carte du monde arabe, mais pas seulement du monde arabe, ça a changé en gros les relations entre les sociétés et les États dans tous les États autoritaires dans le monde. Et surtout parce que la géopolitique, c'est pas ce qu'on appelle la diplomatie,
c'est pas juste des histoires d'alliance entre nations et entre États, c'est d'abord des évolutions intérieures à ces États et à ces nations, des évolutions politiques dans les sociétés dont on parle. Et en réalité, le suicide de Mohamed Bouazizi en Tunisie, il a plus changé les sociétés arabes, mais pas seulement arabes, il a plus changé le rapport entre les citoyens et les États dans tous les pays qui vivent dans des régimes autoritaires que le 11 septembre n'a changé le rapport des gens à l'État ou le rapport des gens à la politique ou le rapport des gens au monde. Et donc, pour moi, c'est très occidental de penser que le 11 septembre est une date absolument clé et de considérer ces révolutions-là comme étant des phénomènes locaux. En réalité, c'est une vague générale. Et le même rapport se retrouve, si vous avez vu le même rapport à l'État et à la contestation et à la liberté se retrouve aussi dans la révolution des parapluies, enfin dans l'insurrection des parapluies qui n'a pas marché, mais qui a duré longtemps à Hong Kong contre le système chinois, ou en Occident, dans certains mouvements comme aux États-Unis. Le point commun de tous ces mouvements, et c'est pour ça que ça peut vous parler, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'autorité qui monopolise la parole. Aux États-Unis, dans le mouvement Occupy Wall Street, il y a une pratique qui s'appelle les open mics, les micros ouverts, où chacun se relève, quelle que soit son origine ou sa fonction dans la société, et s'exprime. Il a 10 minutes pour s'exprimer. Alors moi, j'ai beaucoup filmé ça, et bien sûr, des fois, c'est complètement stupide, mais le principe même que chacun ait le droit à la parole, c'est un principe qui est profondément contemporain, et qui n'était pas du tout le cas dans les révolutions traditionnelles, où il y avait une structure et un leader qui parlait pour les gens, et qui est profondément contemporain, et qui correspond en fait au rapport que la jeunesse a avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec les blogs, avec Wikipédia, où en gros l'encyclopédie qu'on consulte, désormais c'est une encyclopédie qu'on écrit, et donc il n'y a plus de parole autorisée, de hiérarchie de la parole. Et ça on le retrouve en géopolitique dans toutes les révolutions contemporaines. Et pour moi, c'est là où la diplomatie traditionnelle, les acteurs traditionnels de la diplomatie ont du mal à cerner les évolutions du monde aujourd'hui. Et quand vous parlez avec des diplomates français ou avec des fonctionnaires européens, ils ont un réel problème à appréhender les sociétés dont on parle, parce que c'est des sociétés qui ne répondent pas au code qu'on a enseigné jusqu'à aujourd'hui à Sciences Po ou dans les universités. Et donc, voilà. Maintenant, pour revenir à la géopolitique plus traditionnelle, la révolution ukrainienne a été suivie par l'intervention de la Russie. Pour comprendre cette intervention russe, il faut arriver à saisir le rapport que le pouvoir russe a non seulement à son voisinage, mais à ces révolutions dont on parle. Pour les pouvoirs autocratiques, ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Ukraine, ou en Chine, ou en Syrie, ou en Libye, c'est une menace, c'est pas une menace de politique étrangère, c'est une menace de politique intérieure. C'est-à-dire que si on accepte que des gens puissent se soulever et renverser des régimes qui ne leur donnent pas la parole, ça va forcément arriver chez soi. Et donc la leçon qui a été tirée de ce que Vladimir Poutine, le président russe, appelle les révolutions permanentes qui partent de Tunisie et qui vont jusqu'en Ukraine, c'est qu'il faut absolument mettre le holà à ces mouvements avant qu'ils arrivent chez nous. Et c'est pour ça que le pouvoir russe a tant soutenu Bachar el-Assad en Syrie. C'est que pour eux, ce n'était pas une question juste de politique étrangère, c'était une question de politique intérieure et d'identité pour le régime. Et donc quand il y a eu la révolution ukrainienne, qui est, voici, non pas de l'autre côté d'une mer ou à des milliers de kilomètres, mais qui est à la frontière russe, ils ont pris la décision stratégique d'imposer un conflit et une guerre pour montrer qu'on ne peut pas
changer comme ça les régimes par des modes pacifiques, même s'il y a une répression, mais si on fait ça, on a comme résultat un conflit meurtrier. Et donc la manière dont ils sont intervenus, c'était d'abord en Crimée, qui est une péninsule au sud de l'Ukraine et qui traditionnellement a été peuplée par des minorités, enfin, qui sont devenues des minorités après des siècles de persécution, mais par une population musulmane qui s'appelle les Tatars, qui ensuite a été russifiée, donc il y a une forte population russe, et qui ensuite a été rattachée à l'Ukraine. Donc il y avait un cocktail explosif d'ethnie qui pouvait permettre de justifier une intervention. Donc ils ont commencé par la Crimée, et ils ont annexé la Crimée, ce qui brisait un tabou essentiel des relations internationales et de l'architecture de sécurité en Europe. C'est que depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu d'annexion territoriale en Europe. Et en réalité, il y a eu très très peu d'annexions territoriales dans le monde. Même en Afrique, où les frontières ont été dessinées par les colons européens et qui, franchement, ne correspondaient en rien à l'histoire des peuples africains, il y a eu une sorte de tabou qui a été accepté par le territoire des voisins. Et donc ils ont annexé la Crimée, et ensuite il y a eu le début du conflit à l'est de l'Ukraine. Et pour moi, parce que je vais expliquer un rapport qui est un peu spécifique, ce qui m'intéresse dans les conflits, c'est les dynamiques intérieures aux sociétés et aux peuples, plus que les relations internationales, parce que je trouve qu'on surestime très souvent l'implication des grandes puissances dans les conflits. Généralement, on pourra en discuter après, mais généralement les Occidentaux, les Américains comme les Européens, ont plutôt tendance à ne pas vouloir se mêler et à laisser faire les choses qu'à vouloir avoir un rôle proéminent. Et donc, ce qui est intéressant dans le conflit en Ukraine, c'est la manière dont il est perçu en Russie et la manière dont le pouvoir russe est constitué et les acteurs qui mènent le conflit en Ukraine. C'est quelque chose dont on parle assez peu parce que les gens lisent pas en fait. Le grand problème, c'est que les gens lisent pas les textes écrits par les dirigeants russes et les discours prononcés par les dirigeants russes. Et donc, c'est pour comprendre en quoi la crise en Ukraine peut nous toucher et menace l'équilibre stratégique en Europe, il faut s'intéresser à ce qu'en disent les dirigeants russes et à la manière dont ils la conçoivent. Et il y a deux personnes autour de Vladimir Poutine qui sont essentielles pour ça. En fait, vous voulez que vous ne connaissiez pas, parce que je pense que personne ne les connaît et c'est pas la peine de retenir leur nom, mais c'est juste leur logique qu'il faut comprendre. C'est le conseiller depuis le début de Poutine, depuis 1999 et l'arrivée au pouvoir de Poutine, qui s'appelle Vladislav Surkov, et qui est le conseiller officiel sur l'Ukraine, celui qui a la haute main sur la guerre en Ukraine, et l'autre qui est l'idéologue du régime russe, qui s'appelle Alexandre Dubin. Et juste pour expliquer quelles sont leurs logiques en Ukraine. Les deux écrivent des livres, et d'ailleurs ce sont des excellents écrivains. Je les ai lus, et j'ai été surpris par la qualité littéraire de leur production, et par la puissance intellectuelle qu'ils dégagent en fait. Et donc c'est la manière dont ils perçoivent la guerre en Ukraine. Pour Surkov, donc pour le conseiller officiel de Poutine, c'est un moyen de répondre aux révolutions, donc ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faut absolument, face à cette idée, ce qu'ils décrivent comme une idéologie de la révolution permanente, du soulèvement permanent, de la contestation permanente, qui qualifie de décadence de la jeunesse, il faut imposer une réponse qui soit un état de crise permanente. Et donc, la manière dont ils comptent affermir le pouvoir en Russie, et ça il décrit noir sur blanc, c'est en maintenant un état de tension avec l'Europe. Et donc à chaque fois que l'Europe, que les peuples voisinant l'Europe font progresser l'idée européenne dans leur région, il faut répondre par la crise. Et la crise, ça peut être la guerre, comme en Ukraine, ou ça peut être des embargos, des semi-insurrections, comme ce qui s'est passé en Moldavie ou en Géorgie via les églises orthodoxes qui obéissent à Moscou. Mais c'est l'idée d'une crise permanente qui bloque l'action européenne dans la région qui voisine la Russie.
Et la prose de Surkov est très intéressante parce qu'il explique qu'en gros, après l'Ukraine, il y aura besoin d'une autre crise. Et que l'autre crise, cette fois-ci, devrait être sur le territoire européen, il le dit. Et il parle à ce moment-là des pays baltes. Et le problème des pays baltes, c'est que donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, c'est qu'ils sont cette fois-ci, ils sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc, si jamais il y a une guerre dans ces pays-là, il y aura une implication directe pour les pays d'Europe de l'Ouest, qui sont censés être solidaires des pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et Dugin, lui, a un point de vue opposé, et c'est un personnage intéressant parce qu'il ne fait pas d'analyse politique, lui, il a une vision idéologique du monde, une vision morale du monde. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est l'idole et la star absolue des mouvements d'extrême droite en Europe de l'Ouest. Et c'est un grand ami de gens dont vous avez peut-être entendu parler, comme Alain Soral ou d'autres. Et Alain Soral, par exemple, préface l'édition internationale du livre de Dugin. Et donc, la vision de Dugin, c'est que l'Occident, et en particulier l'Europe, est entré dans une période décadente, que des lobbies minoritaires, en particulier homosexuels ou athées, visent à complètement laminer les structures traditionnelles des sociétés, et que c'est cette influence de l'idéologie occidentale qui a fait toutes les révolutions dans le monde arabe et qui a fait toutes les révolutions en Europe de l'Est, et que donc il faut inventer une idéologie contraire qui soit une idéologie d'enracinement, d'identité et de verticalité de l'État, d'autorité étatique, qui soit capable de repousser l'idéologie européenne ou américaine. Et il écrit des traités comme ça de 1000 pages qui sont assez intéressants. Et lui, il appelle la guerre en Ukraine le printemps russe, en réponse à ce qu'on appelle le printemps arabe. Et il a écrit un traité qui présente un plan en 10 points sur la guerre en Ukraine. Donc, les 5 premiers, il l'a publié en mars 2014. Et les 5 premiers points, en plus, étaient vérifiés. C'était l'annexion de la Crimée, le début de la guerre en Europe, en Ukraine de l'Est, l'élection à Kiev d'un président pro-occidental qui veut rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Bref, il a vu tout le scénario, et ce qui est assez intéressant, c'est de dire maintenant les 5 points qui suivent dans le plan de Dugin, et les 5 points qui suivent, en fait, c'est le soutien le point 7, c'est le soutien aux forces en Europe qui sont opposées à l'Union européenne, aux forces politiques, et il nomme des partis politiques que vous connaissez tous, pas seulement en France, mais il nomme le Front National en France, il nomme le parti UKIP en Angleterre, le parti Jobbik, néo-nazi en Hongrie, et des partis dans tous les pays européens. Et il dit que c'est la responsabilité de la Russie de les financer et de les soutenir idéologiquement pour affaiblir l'Union européenne de l'intérieur. Et donc, pourquoi je vous parle de ces deux personnes? C'est que généralement, la présentation qu'on fait du conflit en Ukraine, c'est soit une présentation qui légitime l'action russe du point de vue de l'histoire et du fait que l'Ukraine a toujours appartenu plus ou moins à la sphère de domination russe, et en particulier à la Crimée, soit même si on a une présentation qui est hostile à la Russie et aux actions de la Russie en Ukraine, on ne prend pas au sérieux le système russe, et en gros on présente ça comme le machisme amoureux de la guerre d'un leader qui s'appelle Vladimir Poutine et qui aime bien poser torse nu. En réalité, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus profond que ça. C'est des gens qui sont très intelligents et qui souvent sont perçus comme russes, très frustes par les diplomates occidentaux, et c'est un des grands problèmes de l'Europe aujourd'hui ou des États-Unis, c'est de ne pas arriver à concevoir qu'il peut y avoir des logiques qui sont profondément différentes des leurs et qui sont tout aussi profondes. C'est-à-dire que c'est pas juste ce que Barack Obama appelle des comportements inadaptés au siècle,
ou ce que les dirigeants européens disent, excluent de la contemporanéité, c'est-à-dire de la modernité, et rejettent hors de l'époque. En réalité, ce sont des gens très, très modernes, qui ont une idéologie différente et une stratégie différente, et qui décident que pour eux, le conflit avec l'Europe et avec les États-Unis est une question vitale par rapport à leur pouvoir en Russie. Et donc, c'est pour ça qu'on doit les prendre au sérieux, qu'on doit les lire, parce que ça nous permet de comprendre qu'en réalité, on rentre dans une ère, vous rentrez dans une ère, on rentre tous dans une ère qui sera très différente de l'ère qu'on a connue depuis 1989. En 1989, quand le mur de Berlin tombe, on a un moment d'euphorie qui est qu'en gros, le monde entier va connaître la démocratie libérale et que les guerres, les conflits et les grands affrontements théologico-politiques ou idéologiques sont finis. Il y a un philosophe américain, professeur de philosophie américain qui devient mondialement connu, qui s'appelle Fukuyama, en proclamant la fin de l'histoire. En gros, non pas qu'il y aura plus de troubles, mais il n'y a plus de puissance et d'idéologie dans le monde qui remettent en cause le libéralisme et la démocratie. Et en réalité, si on se rend compte, que ce soit avec la montée du fondamentalisme religieux ou avec la crise ukrainienne, c'est qu'il y a des logiques qui remettent profondément en cause et le libéralisme et la démocratie, et que ces logiques, elles ont des traductions concrètes qui sont la remise en cause de l'architecture de la sécurité européenne. Et que donc, la crise ukrainienne, qui vient après la crise géorgienne pour parler de l'Est de l'Europe, n'est qu'une étape dans un remodelage des relations internationales en Europe. Et ce qu'on appelle un révisionnisme, puisque la doctrine principale de la Russie aujourd'hui, c'est de réviser les traités internationaux qui ont été signés à la fin de la guerre froide, réviser les frontières internationales imposées de leur point de vue par les Occidentaux à la fin de la guerre froide, et en gros revenir à l'avant 1989, non pas pour créer une nouvelle guerre froide, ce sera quelque chose de très différent, c'est pas une réédition du passé, mais pour reprendre à zéro et les frontières, et les traités, et les relations entre États, d'un point de vue, d'une position qui leur sera plus favorable que celle de 1989. Et donc, ce qui est intéressant de se demander, c'est qu'est-ce que l'Europe, face à ça, peut faire? Il ne s'agit pas de rentrer en guerre ou de prédire une apocalypse. L'Europe, elle a un pouvoir d'attraction, ce qu'on appelle un soft power, qui est absolument sidérant dans les régions qui l'entourent, en particulier à l'est de l'Europe. Et ce qu'il faut comprendre en regardant l'histoire de la révolution ukrainienne, c'est que nous, citoyens d'Europe occidentale, on peut être frustré par l'Union européenne, frustré par Bruxelles, frustré par la bureaucratie, frustré par les lois sur les directives sur l'huile d'olive ou sur la vie quotidienne des gens. Mais en réalité, quand on fait un pas de côté et qu'on se retrouve en Géorgie ou en Ukraine, l'Union européenne est perçue comme un idéal. C'est quelque chose de beaucoup plus romantique que notre rapport à l'Union européenne. Et les gens sont prêts à mourir pour s'associer à l'Union européenne. Donc, moi, j'ai négocié des accords d'association qui ont précédé et suscité la révolution ukrainienne. Il n'y a pas plus abscon et atroce à lire qu'un accord d'association. C'est le chef-d'œuvre de la bureaucratie de Bruxelles. C'est-à-dire que c'est une langue que personne ne peut comprendre et qui en gros est faite pour être lue et comprise juste par les fonctionnaires européens de la pratique. Et ces accords d'association sont devenus des symboles révolutionnaires, non pas parce que les gens savaient ce qu'il y avait dedans, je pense que personne ne savait ce qu'il y avait dedans, mais parce qu'ils incarnaient une perspective européenne. Et quand on dit que les citoyens européens ont un rapport très distant aux institutions européennes, on explique ça aussi par le fait qu'il n'y a pas de symbole européen. Par exemple, les gens ont un rapport particulier au drapeau bleu, blanc, rouge, parce qu'il y a eu des révolutions, des gens sont morts pour le drapeau français.
et qu'il a symbolisé l'émancipation des peuples, la liberté, qu'il y ait une histoire qui s'attache à ce drapeau. Alors que le drapeau européen, en gros, c'est plutôt joli d'ailleurs, mais coup de chiffon posé dans le bureau du président français quand il parle au peuple français. Et c'est parce qu'il n'a pas d'histoire en réalité, ce drapeau. Et là, pour la première fois, il y a des gens qui sont morts en Ukraine, des jeunes Ukrainiens qui sont morts en tenant le drapeau dans leurs mains sur Maïdan. Il y a eu 100 morts et ils avaient le drapeau ukrainien et le drapeau européen dans les mains. Et donc c'est pour moi un moment important de l'histoire européenne, parce que si on a une élite politique qui est capable de produire un discours sur ça, on a un moment où effectivement l'Europe devient une émotion, c'est-à-dire un symbole qui peut parler non seulement au porte-monnaie mais aussi au cœur des gens. Et donc la question c'est comment est-ce que l'Union européenne peut exploiter cette attraction des peuples qui la voisinent pour l'Europe. Et bien pour ça, il faut justement qu'elle comprenne, et c'est un processus très difficile, que les relations internationales ont changé et que les relations d'État à État sont peut-être moins importantes aujourd'hui que la manière dont on approche les sociétés civiles. Et donc, tous les programmes qui sont en train d'être réfléchis à Bruxelles concernent justement l'aide aux ONG, l'aide à l'éducation, l'aide aux échanges universitaires, l'aide à tout ce qui crée des ponts entre les sociétés. Et là, je pense que de plus en plus, la diplomatie va s'orienter vers ce type de relations-là. Ce sont plus simplement des relations de représentants étatiques à représentants étatiques. Et donc, c'est tout, pour ceux qui veulent faire des relations internationales, après, à mon avis, le champ d'action et le champ de pensée que vous allez explorer, c'est ça. C'est quelque chose qui ne se passera plus dans les ministères, mais qui se passera dans les contacts entre citoyens et entre sociétés. Et ça, l'Europe est très bien placée pour le faire, non seulement parce qu'elle a des fonds, mais en plus parce qu'elle n'a pas de tradition étatique. C'est-à-dire que c'est très compliqué de changer la diplomatie française, par exemple. Il y a des institutions qui sont très établies, et il y a 200 ans ou même 500 ans de tradition, alors qu'en Europe, tout se crée. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les jeunes citoyens européens qui se destinent à travailler sur ces questions investissent le champ européen et permettent à l'Europe juste d'exploiter en fait ce qu'elle symbolise par elle-même, c'est-à-dire la liberté pour les peuples qui la voient. Et donc, voilà, enfin, j'ai envie de parler pendant 30 ans, c'est plus sympa parce que justement, je vous ai expliqué que dans les révolutions contemporaines, il n'y a pas une personne qui parle et les autres qui suivent. C'est un dialogue permanent qui peut des fois déboucher sur rien du tout, mais qui mérite au moins d'exister par lui-même et de remettre en cause les structures hiérarchiques de la politique traditionnelle. Et donc, je ne sais pas, plutôt peut-être on peut échanger. Je ne sais pas si je suis très clair, parce que déjà c'est une des premières fois que je m'exprime en français depuis un an que je suis en Ukraine. Évidemment, ils parlent russe ou anglais, mais français pas tellement. Et que voilà, le temps est passé où la diplomatie, vous savez qu'il y a 2 siècles, la diplomatie et la politique se faisaient en français absolument partout dans le monde. Et qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais voilà, donc échangeons plutôt.